Mesdames, Messieurs, je vais vous proposer que nous reprenions nos travaux pour cette deuxième partie de la matinée. Je voudrais juste rappeler qu'on va avoir maintenant 3 keynote speakers qui vont nous permettre de comprendre les grandes tendances dans votre secteur, dans votre industrie et sur des sujets différents. Et avec des points de vue qui viennent de régions du monde différentes. Et c'est l'intérêt de ces rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Et nous irons ensuite vers une dernière séquence après les 3 keynote speakers, une dernière séquence qui sera un panel que j'aurai le plaisir d'accueillir à mes côtés pour vous dans une interview. 3 autres dirigeants de structures d'assurance qui connaissent bien votre industrie, qui vont nous apporter aussi leur regard et leur expérience et expertise de leur région du monde sur des sujets complémentaires. Et sans tarder, je voudrais vous proposer d'accueillir à mes côtés Madame Mirencho Del Valle-Chan, qui a l'habitude de cette rencontre, que je vous demande d'applaudir comme il faut, qui est la présidente d'UNESPA, la Spanish Insurance Federation. Bienvenue, à vous la parole. On va vous écouter sur les nouveaux horizons de l'assurance et sur les questions d'inclusivité dans votre secteur. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous à Casablanca et de ce fait, je voudrais remercier la Fédération marocaine des sociétés d'assurance pour son aimable invitation à participer à la 12e édition du rendez-vous avec un programme aussi stimulant que pertinent qui nous permet de réfléchir à des nouveaux horizons, à des nouveaux territoires. Et parler de nouveaux horizons, c'est aussi parler de transformation et de l'incertitude que souvent l'accompagne. Et c'est vrai que nous traversons une période marquée par une forte incertitude. Le président l'a mentionné ce matin, des tensions géopolitiques avec des conflits en cours aux implications considérables, avec des effets sur le commerce international, sur les échanges globaux et aussi sur les économies domestiques qui doivent faire face à une hausse des prix de l'énergie, des biens et des services, sans que nous soyons encore en mesure de déterminer l'ampleur des tendances inflationnistes et les effets sur les marchés financiers. Nous vivons une période marquée par des événements climatiques extrêmes d'une intensité et d'une fréquence énormes. Et l'Espagne est particulièrement exposée. Nous avons connu l'événement climatique le plus important de notre histoire récente, les inondations à Valence de 2024. Un épisode dramatique à tout égard qui a laissé 229 morts, 2900 blessés et un coût pour le secteur d'assurance d'environ 5 milliards d'euros. Mais ces dernières 5 années, nous avons également subi des tempêtes de neige. En 2021, la tempête Filomena a bloqué pendant une semaine la ville de Madrid. On a vécu des sécheresses comme celle qui a eu des effets dévastateurs sur le secteur agricole en 2023. L'été dernier, on a eu des incendies forestiers d'une grande ampleur dans le milieu rural. Et cette année-ci, 2026, a débuté avec une succession de tempêtes qui ont généré dans le sud de l'Espagne plus de 400 000 sinistres. Et vous connaissez bien cette réalité parce que ces mêmes tempêtes ont frappé le Maroc au début d'année, provoquant des pertes humaines, des inondations et le déplacement de milliers de personnes. Ces expériences nous montrent que les phénomènes climatiques à fort impact sont de plus en plus fréquents, divers et touchent des zones géographiques plus étendues. Nous ne pouvons pas les empêcher,
mais nous pouvons limiter ces effets grâce à la prévention, l'anticipation, la mitigation et des mécanismes de protection efficaces, parmi lesquels l'assurance est la meilleure réponse. Mais les mutations ne s'arrêtent pas là. La mobilité est un des domaines qui évolue le plus rapidement et c'est logique, la mobilité est au fondement du progrès des sociétés et de l'économie. Et sa diversification apporte multiples avantages, mais génère aussi des nouveaux risques, particulièrement dans un contexte où cohabitent des véhicules traditionnels, électriques, des véhicules connectés et à terme des véhicules autonomes avec des nouvelles formes de mobilité personnelle comme les trottinettes. Et la numérisation nous met aussi à l'épreuve avec les avancées de l'intelligence artificielle. L'IA ouvre la possibilité dans de nombreux domaines économiques et sociaux, mais pose aussi des nouveaux défis dont nous ne mesurons pas encore entièrement la portée. Nous sommes aussi confrontés à des évolutions démographiques majeures. Le vieillissement de la population, conséquence directe de l'allongement de l'espérance de vie, transforme nos sociétés. Un Européen sur 5 a désormais plus de 65 ans et d'ici 2050, un Européen sur 3 aura plus de 65 ans. Et l'Espagne se distingue comme le pays le plus longévif de l'Union européenne et pourrait dépasser le Japon en 2040. Ce phénomène a également touché le Maroc, où l'espérance de vie progresse et la proportion de personnes âgées ne cesse d'augmenter. L'allongement de l'espérance de vie constitue à la fois une réussite collective et un défi majeur appelant une adaptation de nos modèles économiques et sociaux pour faire face aux nouveaux besoins en matière de santé, en prise en charge de la dépendance, de couverture des besoins économiques et de protection des personnes atteignant des âges plus avancés. L'enjeu est de gérer toutes ces évolutions tout en répondant aussi aux besoins spécifiques des publics les plus exposés, qu'il s'agisse des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont subi un cancer, des ménages aux ressources limitées ou des populations vivant en milieu rural, sans oublier les jeunes qui seront nos clients de demain et qui ont un mode de vie et des nécessités tout à fait différentes à celles de nos clients traditionnels. En définitive, dans un contexte marqué par les transformations de l'incertitude, l'assurance s'érige comme un pilier de continuité et de confiance pour les personnes, les entreprises, les institutions et pour la société dans son ensemble. C'est pourquoi innover en assurance signifie apporter une protection efficace face à l'ensemble des risques que le changement fait émerger. Innover, c'est proposer les réponses que la société demande et le faire de manière inclusive afin de toucher toutes les composantes de la société et le faire aussi de manière globale pour répondre à des risques variables et diversifiés. Et pour avancer dans cette voie, il est indispensable de réduire deux écarts: le déficit de protection assurantielle et le déficit d'épargne. Le premier grand défi consiste à élargir le champ d'application de l'assurance, la pénétration de l'assurance. Il s'agit d'étendre le filet de protection vers une approche plus inclusive, offrant une
protection à des segments plus larges de la société. En Espagne, comme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, cette mission constitue notre priorité majeure. Garantir qu'une part toujours plus large de la population bénéficie de la protection de l'assurance face aux événements imprévus. Permettez-moi d'illustrer ce concept avec un exemple concret. 8 foyers sur 10 en Espagne ont une assurance habitation. C'est un succès indéniable parce que l'assurance habitation n'est pas une assurance obligatoire, mais pose aussi un défi car 20% des logements restent encore dépourvus de cette protection. Notre objectif est d'arriver à ce 20% de logements qui n'ont pas de l'assurance. C'est pourquoi combler cet objectif, c'était stratégique pour l'association espagnole. Et cela suppose de travailler avec l'ensemble de l'industrie, les compagnies d'assurance, les courtiers, les agents, les institutions, afin de renforcer la sensibilisation des citoyens et de garantir une meilleure protection de la société. Cette démarche doit viser en priorité à éviter la vulnérabilité des populations les plus défavorisées, non pas dans l'intérêt des comptes des résultats des compagnies d'assurance, mais dans celui des citoyens plus défavorisés qui sont paradoxalement ceux qui ont le plus besoin de protection. D'où l'importance de promouvoir l'assurance, de la présenter non pas comme une dépense, mais comme un investissement pour l'avenir capable de protéger face aux aléas de toute nature. Nous avons vu les conséquences d'une bonne protection d'assurance à Valence. Là, je peux vous dire que la récupération du territoire est venue de la main de l'assurance. La récupération n'est pas la même avec que sans assurance. Le deuxième grand défi consiste à élargir le champ de la prévoyance sociale. L'allongement de l'espérance de vie impose une réflexion approfondie sur les niveaux d'épargne complémentaire. Et là, je reviens à l'exemple de l'Espagne. Notre niveau d'épargne actuel n'est pas suffisant. L'épargne accumulée dans les régimes de deuxième et troisième piliers représente uniquement 8% du produit intérieur brut, face à 32% dans l'ensemble de l'Union européenne ou 142% aux États-Unis. Nous nous trouvons à un moment décisif pour combler ce déficit. Pour la première fois depuis des décennies, l'épargne est devenue un sujet central des débats stratégiques au sein de l'Union européenne, ce qui constitue pour nous une opportunité unique. Le moment est venu de promouvoir l'épargne privée, mais cela suppose non seulement de progresser en matière de sensibilisation, d'éducation financière, d'information sur la pension publique attendue, mais aussi d'avoir un cadre réglementaire et fiscal propice à ces dynamiques de planification, de prévention et de protection, tant au niveau individuel que collectif, en lien étroit avec les entreprises. On a besoin d'un cadre réglementaire et stable pour des décisions d'épargne à long terme. Il est nécessaire de réfléchir à des solutions de partenariat public-privé. Si l'on analyse attentivement les réformes des systèmes de retraite qui, au cours des dernières décennies, ont réussi à développer des piliers complémentaires, on constate que les stratégies récurrentes reposent sur ce qu'on appelle auto-enrollment, des systèmes d'inscription
automatique des salariés à des systèmes de retraite complémentaires mis en place par les entreprises. L'expérience du Royaume-Uni nous montre que c'est la voie la plus rapide pour augmenter le nombre des salariés couverts par des régimes complémentaires. Et là, la réponse est simple et facile. Il s'agit de mettre en place des systèmes et d'adapter à notre culture ces systèmes en tenant compte les bonnes expériences d'autres marchés. L'autre message qu'il convient d'adresser aujourd'hui est celui de mieux appréhender les risques de nouvelles générations. Il s'agit à la fois des risques traditionnels qui se transforment, comme la mobilité, les nouvelles formes d'énergie, l'économie circulaire, et des risques véritablement nouveaux liés à des réalités inexistantes par le passé, comme c'est l'ensemble des défis liés à la numérisation. Et là, je dois faire mention à l'impact des cyberrisques sur l'ensemble de la société, sur le tissu économique et tout particulièrement sur les petites et moyennes entreprises. Un domaine dans lequel il faut agir non seulement en matière de couverture, mais aussi et surtout en matière de prévention. Réduire les concentrations des risques susceptibles d'être générés par des cyberincidents de grande ampleur et développer au sein des entreprises des plans et des techniques de prévention. Et là encore, la coopération, la collaboration publique-privée constitue le cadre dans lequel les progrès les plus significatifs pourront être réalisés. Il ne faut pas toutefois oublier que les risques sont l'envers des opportunités et que l'avancée de la numérisation et du traitement des données peut devenir un levier majeur de transformation pour l'assurance. Les données ont été toujours au cœur de notre activité, mais elles sont appelées à jouer un rôle de plus en plus central. Nous évoluons vers des modèles dans lesquels la collecte, l'interprétation, la projection des données constitueront un axe fondamental de l'activité, car cela nous aidera à mieux prendre soin des personnes, à mieux connaître les nouveaux risques. Particuliers et entreprises de leur côté pourront mieux comprendre leur niveau d'exposition, adopter des mesures de protection et savoir comment agir en cas d'urgence. Des initiatives allant dans ce sens sont déjà en cours. À titre d'exemple, l'EIOPA, l'autorité de contrôle des assurances à niveau européen, progresse dans le déploiement d'un outil permettant aux citoyens européens d'identifier les risques auxquels leurs logements sont exposés et par conséquent de mieux gérer la protection de leur patrimoine face aux événements climatiques. Il s'agit là d'un exemple clair d'évolution vers des modèles dans lesquels l'identification et l'évaluation des risques contribuent à renforcer la culture du risque chez les particuliers et les entreprises, tout en orientant les politiques de prévention. En définitive, une approche davantage axée sur la prévention contribue également à des assurances plus inclusives et à des réponses plus intégrées pour élargir la protection offerte par l'assurance en tant que socle d'une société plus résiliente. La résilience fait partie de l'ADN des compagnies d'assurance. Elle repose sur notre capacité d'adaptation et d'innovation. Depuis toujours, le secteur de l'assurance a su évoluer avec son temps et apporter des réponses aux besoins émergents. S'adapter est une démarche continue, profondément ancrée dans notre histoire. Et ce n'est pas par hasard
si nombre d'entreprises centenaires sont des compagnies d'assurance. L'adaptation au changement est dans notre nature et c'est cette force qui nous permettra de relever les nouveaux défis et de répondre aux attentes de la société. L'enjeu essentiel est de souligner la nécessité que la législation et la mise en œuvre accompagnent ce processus. Nous avons besoin de normes simples et efficaces et d'un acteur public qui comprenne que pour garantir l'universalité des protections assurantielles, il doit apporter sa contribution et favoriser aussi cette universalisation. En définitive, cette réflexion sur les défis, les opportunités et les nouveaux horizons nous conduit à une conclusion claire. Face à l'incertitude, il est nécessaire d'accroître le niveau d'assurance, le niveau d'épargne des citoyens. Il faut promouvoir la prévention et la sensibilisation et favoriser des partenariats publics-privés, sans oublier que le cadre réglementaire doit être simple et propice au développement de l'assurance. Dans un environnement marqué par l'incertitude et des facteurs que nous ne maîtrisons pas, une certitude demeure. Face aux défis, l'assurance est et restera la seule réponse pour la reconstruction. Merci pour votre attention et merci aussi pour votre aimable invitation. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste, attendez, tant que vous êtes là, je voudrais juste vous poser une question parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention comme l'ensemble des personnes présentes dans ce rendez-vous. Sur la partie relative à l'épargne que vous évoquiez, 8% versus 32% pour l'Union européenne et 140 ou 100 et quelques % aux États-Unis sur un marché différent. J'imagine que le dispositif réglementaire législatif existe en Espagne parce qu'il s'aligne aux normes européennes et que vous avez évoqué l'éducation, l'explication, la confiance, la conviction. Et comment vous allez stimuler ça ? Alors, on a besoin d'un cadre fiscal qui incentive les citoyens à épargner pour le futur en laissant de consommer au présent. Et là, on a besoin d'incentives, des taxes, des incentives dans le domaine fiscal. Et c'est vrai que dans ce domaine, on a eu une législation pas stable du tout. Alors, moi, j'ai commencé à épargner et je crois que j'ai eu une dizaine de régimes fiscaux différents. Et là, c'est pas facile lorsqu'on parle de l'épargne pour complémenter la pension publique. Et c'est important de savoir que cette épargne revient dans l'économie parce qu'on va investir dans nos entreprises, on va investir dans l'État pour l'aider à améliorer la prestation des services aux citoyens. C'est un gagnant-gagnant. C'est gagné pour les citoyens, c'est gagné pour l'État et c'est aussi gagné pour l'industrie, je dois dire. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner dans la salle sous les applaudissements des participants de ces rendez-vous de Casablanca.